Une filière pour devenir autrice de BD ou illustrateur, ça existe? Oui, ça s'appelle le Centre d'enseignement supérieur des arts narratifs à Paris. Depuis 15 ans, notre école forme plus d'une centaine d'apprenants par an au métier d'artiste-auteur. Notre objectif? Accompagner sur le marché de l'édition une nouvelle génération d'auteurs doués d'une solide culture de l'image, d'une grande rigueur technique et d'une démarche artistique exigeante et originale. Mais quelles sont les retombées de ce métier? Comment se professionnaliser après l'obtention de notre diplôme? L'expérience acquise de Cézanne, comment la mettre à profit? Autant de questions que se posent nos futurs apprenants. Dans ce podcast, nous reviendrons sur 10 auteurs émergents du Cézanne entre 2024 et 2017 afin de comprendre la richesse du métier d'artiste-auteur et ses possibilités à court terme. Salut, Salut, ça va? ça va et toi? Je sais plus du tout ce qu'on s'était dit, si tu avais, toi, reçu les questions ou tu me les avais pas demandées, je m'en souviens pas. Non, je ne l'ai pas demandé, Ok. je les ai pas reçus. Les élèves, ils ont posé des questions, donc Ouais, je suis passée dans les classes en fait de troisième année, je leur ai demandé s'ils avaient des questions à poser aux anciens élèves, quelles auraient été leurs questions. Et donc, c'est aucunement les miennes. Et ok. donc, tu vas voir que c'est des questions très axées sur la professionnalisation, sur l'après, pour un peu que tu leur serves de mentor. Et je pense que tu te souviens aussi de ta position quand tu es sortie de l'école où Ouais, tu savais pas trop par quoi commencer, quoi faire. Et je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est un corps hyper flou. ouais. Et même si pour toi, peut-être mentor, c'est un peu gros, je pense que tu as quelques années d'expérience en plus pour les aider en tout cas. Voilà, on va dire j'ai une publication, c'est déjà pas mal. Alors, on va découvrir un peu plus en détail ta carrière en plus, parce que c'est vrai qu'en dehors de ta publication, je sais pas, je connais pas ton parcours, donc ça va être intéressant pour moi aussi. Ça marche. Tu veux peut-être que je commence par ça? La première question, en fait, c'est vraiment que de te présenter en tant qu'artiste. Mais alors, pour être tout à fait honnête, moi j'ai fini en 2019, mais j'ai pas validé tous les modules Du d'évaluation. diplôme, oui, de RNCP. Ouais. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je les repasse un jour, maintenant que j'ai sorti quelque chose. Mais du coup, j'ai validé sur tout module de scénario. Est-ce que toi, dans ta carrière après, en commençant à travailler après le Cézanne, le fait de ne pas avoir eu les autres modules, ça fait que tu t'es plus concentré sur le scénario que le reste ou ça t'a pas empêché? Non, moi, je suis parti en disant que de toute façon, dans cette filière, il n'y avait pas trop besoin de diplôme. C'est pas un diplôme qu'on va demander. Ça sert à rien de mettre un diplôme dans un dossier d'édition. Donc, je suis parti en me disant, bah, de toute façon, voilà, je sais mes capacités. Puis l'évaluation, c'était un jour. Donc, j'avais des projets en tête. J'ai pas commencé tout de suite. J'ai même mis un peu de temps. En plus, il y a eu le Covid entre les deux. Mais une fois que j'avais un projet, je suis parti dessus sans me soucier vraiment de ces questions de diplôme. Et donc, quand toi, t'es sorti du Cézanne, c'est quoi la première action que tu as mis en place, professionnellement parlant? La toute première chose que j'ai faite, c'est me faire un numéro SIRET directement. Je suis allé à l'URSSAF. J'ai vu qu'ils connaissaient rien, donc j'ai demandé conseil un peu aux artistes autour de moi. Après, il y a tous les conseils de la charte des auteurs professionnels aussi, des artistes auteurs là. Et ça, c'est pas mal parce que c'est les mêmes numéros pour tout le monde. Et j'ai fait ça tout de suite. Et puis après, j'ai commencé à travailler en continu un peu des projets que j'avais commencé au Cézanne, qui me tenaient à cœur. Puis après, il y a eu le Covid qui a été un petit frein parce que j'ai enchaîné avec ça. Mais globalement, j'ai continué un peu à poser mes projets. Moi, j'avais le luxe de pouvoir travailler sur ces projets sans forcément avoir besoin de chercher un emploi à plein temps. Donc, j'ai fait un petit peu d'illustration pour des particuliers, des amis, des connaissances à droite à gauche. Donc, j'ai pas vraiment eu le besoin d'aller tout de suite chercher. J'ai pas eu vraiment besoin d'aller chercher un emploi. Ça, j'ai trouvé un peu plus tard, une fois que j'avais lancé le projet de la BD que j'ai fait. Alors, pourquoi avoir voulu faire ton numéro de tirette d'abord si tu t'es concentré finalement sur un projet long? Bah, au final, je me suis dit comme ça c'est fait. Après, si je déclare rien, de toute façon, je vais rien payer. Ouais. Donc au moins il est là. Mais ça vaut mieux ça que de sortir et puis trouver un truc et puis après se dire oh là en panique, il faut se faire un numéro. Au moins comme ça j'ai pu voir un peu comment ça marchait avec l'URSSAF. Le fait que si tu déclares pas que tu gagnes rien, ils vont te charger comme si tu gagnais des trucs. Donc tous ces systèmes-là, le fait qu'il faut bien être à la page avec l'URSSAF, c'est assez important, d'autant plus que c'est pas un système extrêmement bien huilé. Enfin, moi, je vais aller directement au centre URSSAF dans le 19e et je suis arrivé en disant, voilà, on m'a conseillé de faire un micro BNC, est-ce que vous pouvez me renseigner un peu plus? Et la personne qui m'a reçu m'a dit, bah, je sais pas. Ah oui, super. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de questions qui vont tourner autour des droits et Voilà. du statut. Parce que la deuxième question, c'est pour toi, est-ce qu'il est préférable de prendre un statut d'artiste, auteur, d'auto-entrepreneur ou d'artiste ou rien du tout? Quel a été ton choix?
Moi, j'ai fait artiste-auteur, je me suis mis du coup en micro BNC. C'est quoi micro-BNC en fait? En gros, c'est qu'on va avoir moins d'impôts si on reste sous un certain seuil de mémoire, c'est 40 000 € ou un truc comme ça, ou 42 000, quelque chose comme ça. Donc, c'est ce qu'on m'avait conseillé à l'école de faire. Je m'étais un peu renseigné après à droite à gauche, et c'est un peu ce que les artistes auteurs font la plupart, c'est ils prennent ce statut-là. Après, le fait d'être à l'URSSAF, ça permet de toujours faire des notes de frais par rapport à tout ce qu'on utilise si on veut, mais ça, Oui, si par exemple tu voulais acheter un ordinateur, tu pourrais le faire déclarer sur ton entreprise, quoi. C'est ça? voilà. Donc toi, quand tu as signé ton livre, donc c'est chez les Enfants Rouges, c'est ça? Toi, ça t'a posé, enfin, ton statut, il a été pris en compte? C'est-à-dire que là, c'est là que la question du statut a été vraiment importante pour toi, mais auparavant, ça t'a pas... Bah, auparavant, non, d'autant plus que je préférais pas trop déclarer les petites choses que je faisais à droite à gauche parce que ça, ouais, c'était bien anecdotique et ça allait me revenir plus cher de les déclarer alors que bon, c'était pas vraiment des grosses factures, quoi. Il y a bien un truc, moi j'ai eu la chance de pouvoir me lancer dedans avec un fonds que j'avais déjà d'avant, un héritage qui m'a permis de me lancer là-dedans. Je pense que c'est la plus grosse difficulté, je dirais, c'est de démarrer. Ouais, mais Donc, d'un autre côté, quand même, tu as mis plusieurs années avant d'aboutir à, on va dire, une publication qui te permettait sur le long terme d'avoir une et rentrée d'argent. Et encore, la publication, c'est pas ce qui me donne de l'argent, hein, parce que là, j'ai pas encore, je devrais toucher mes droits d'auteur là dans les jours, semaines à venir. Et sachant que le projet, je l'ai commencé fin 2020 ou à début 2021, c'était les tout débuts du projet et il a commencé. J'ai signé le contrat début 2022 et là, on est en 2024. J'ai fini la BD en 2023. Comme c'était la première et que les enfants rouges, c'est pas une grosse maison d'édition, on n'a pas eu d'avance. Donc là, pour l'instant, sur cette BD, j'ai pour l'instant touché aucun argent. Mais malgré tout, tu as continué à avancer dans cette direction de faire ce projet sans Ouais. découragement, quoi. Bah, sans encouragement financier. Il y avait d'autres encouragements et ça, c'est peut-être un des points les plus importants que je dirais. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Je sais que tout le monde n'est pas pareil là-dessus. Mais moi, je savais que si je faisais ça tout seul, je ne serais pas sorti. Donc, j'ai fait en sorte de faire un projet où j'étais pas tout seul. On a été trois. J'ai deux co-scénaristes avec moi et moi j'étais en charge des dessins tout seul, ça c'est sûr. Mais je pense que le fait d'avoir des gens qui me poussaient un petit peu, qui me disaient allez, on attend tes planches là pour continuer sur certaines choses, ça a été une grosse aide. Et les scénaristes avec qui tu as travaillé, tu les as rencontrés au Cézanne ou c'est des connaissances à toi? Non, pas du tout. En plus, ils sont pas du tout du milieu de la BD. C'est des ingénieurs et il y en a un, c'est mon cousin et l'autre, c'est son ami. Donc, c'était plus par des biais personnels que j'ai fait leur connaissance. Enfin, Oui, donc ce projet-là, il est vraiment parti d'une envie à vous, commune. C'est ouais, ça qui c'est t'a ça, lancé. Ok. exactement. Et est-ce que tu dirais que c'est ça qui t'a permis de trouver ton rythme? Parce que la quatrième question, c'est comment est-ce que tu as effectué ta transition entre le cadre scolaire et le cadre professionnel et donc trouver ce rythme de travail? Est-ce que ce projet t'a porté un peu? Ouais, complètement. Ça m'a lancé dans la carrière complètement, mais ça n'a pas été lisse sans va, quoi. Ça a été assez houleux, ça a été un peu en dents de scie. Et moi, j'ai dû me rendre compte de certaines choses. J'ai appris un peu plus à évaluer le temps que je mettais pour faire des planches. Au début, je suis arrivé vraiment sans aucune idée en me disant ouais, ça va me prendre, je sais pas, 6 à 8 mois à tout faire. Au final, j'en ai eu pour 1 an et demi, quoi. Là-dessus, tu vois, ça m'a vite calmé en me disant ouais, il faut savoir aussi que ça prend du temps de faire une BD, surtout si bah là, moi, j'étais co-scénario, donc j'étais pas tout seul au scénario, j'étais tout seul au dessin, et c'est vraiment ça qui m'a pris du temps, quoi. Oui, Donc peut-être qu'avec le temps, tu vas trouver une méthode qui va te permettre d'aller plus vite aussi, tu vois. ça, ouais, je pense que je suis un de ces artistes qui met du temps à faire des trucs. C'est pas forcément dans la réalisation, mais c'est tout l'amont aussi, le fait de recommencer, de faire des tests. Tout le monde n'est pas pas du tout la même façon de travailler. Il y a des artistes qui sont tout le temps en train de dessiner, tout le temps avec un carnet dans les mains. Moi, je suis pas trop comme ça. Donc ça, après, je peux pas faire des généralités là-dessus, mais en tout cas, moi, ce qui m'a énormément aidé, c'était de pas être tout seul. C'est un métier extrêmement solitaire, auteur de bande dessinée, parce que bah, on est quand même beaucoup devant sa planche seul, et du coup, enfin, ça dépend des gens. Il y en a pour qui ça convient très bien, mais il y en a beaucoup qui ont besoin d'avoir des gens autour pour se motiver. Donc les ateliers communs, ça c'est pas mal. Ça c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à faire pendant la réalisation de la bande dessinée. J'ai partagé des ateliers avec des amis.
Là, je partage encore un atelier avec quelqu'un et c'est motivant d'y aller, même si on travaille pas sur les mêmes choses, même si parfois on se parle pas beaucoup, juste d'avoir une autre personne qui est dans le même genre de... Oui, donc ton rythme, il dépend aussi vraiment du cadre que tu t'es créé finalement. Ouais, il y a un moment où j'avais des distractions et pour finir la BD, je suis parti je m'étais trouvé une sorte de résidence un peu non officielle, mais j'allais travailler à la campagne et c'était vachement utile pour finir parce que là, c'est bon, j'avais lancé. Du coup, j'étais vraiment dans un cadre où j'avais pas les distractions de Paris, j'avais pas les distractions de chez moi, j'étais moi à ma planche et puis ça m'a permis de finir le truc, quoi. C'était pas un projet que tu avais amené au Cézanne, c'est une envie que tu as eu après coup. Vers la fin 2020. Enfin, eux, surtout, ils sont venus me voir avec cette question-là de la place de l'imaginaire dans la transition écologique. Et sachant que moi, j'avais fini ces études et que c'était là-dessus, enfin, vers ça que je me dirigeais, ce genre de travail qui avait à faire avec l'imaginaire, ils m'ont dit, bah, on a besoin un peu d'un point de vue un peu différent, parce que les deux, ils sont ingénieurs de formation, ils sont pas du tout auteurs. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Au début, on s'envoyait des idées à droite, à gauche, on se retrouvait, on parlait, je faisais des petits dessins de presse, mais c'était plus entre nous. Et puis ensuite, on est tombé sur le rapport de la Convention. Vers le moment où la loi climat résilience a été votée, donc le résultat de la Convention qui a été très décevant pour les citoyens, bah, on s'est penché là-dessus, on s'est dit, mais s'ils avaient voté une loi qui avait repris absolument tout et que toutes les mesures qui étaient proposées par la Convention avaient été mises en place, à quoi ça pourrait ressembler? Et on est parti sur ce projet mi-imaginaire, mi-documentaire. Et moi, c'était important qu'il y ait une partie d'imaginaire dedans. C'était là-dessus que j'ai pu un peu me raccrocher parce que le sujet, bien sûr, est passionnant et m'intéresse énormément. Mais il fallait qu'il y ait ce petit plus de l'imaginaire pour que je puisse un peu y trouver une part de plaisir pour pouvoir m'amuser dans les scénarios. Est-ce que tu penses que finalement cette construction d'imaginaire que tu as pu t'offrir dans ce récit-là, c'est quelque chose qui, toi, t'a été apporté par tes projets que tu as pu concevoir en troisième année? Parce que l'une des questions aussi qui a été posée, c'est est-ce que tes projets de troisième année ont été utiles pour toi professionnellement? Est-ce que tu Là, as envie de les faire aboutir? ouais, là, je suis en train de travailler sur le dossier d'un des projets que j'avais commencé en troisième année. Il a pas mal changé depuis le Cézanne, parce que moi, de toute façon, j'ai aussi continué à progresser et en écriture et en dessin. Et là, je suis en train de le finaliser, donc oui, carrément. Avant le Cézanne, moi, j'avais jamais poussé quelque chose à ce point-là. Au Cézanne, c'est les premières fois où j'ai écrit des synopsis complets d'une histoire du début à la fin. J'en avais plusieurs, j'en ai présenté deux à l'évaluation de fin d'année. Et là, j'ai un peu surfé sur la première BD avec tous les événements qui ont suivi, des dédicaces, des festivals. Et ça, c'était pas mal d'avoir ça aussi, parce qu'une fois qu'on rentre dedans, c'est vrai que il y a une sorte d'accélération, de mouvement un entraînement, quoi. Au début, c'est extrêmement dur de se frayer un passage pour arriver jusqu'aux éditeurs. Et une fois qu'on est dedans, c'est vrai que on est vraiment dans l'univers, donc on va croiser des auteurs, on va croiser des éditeurs, on va pouvoir aller sur un festival, rencontrer les gens, les lecteurs. Et ça, donc tout de suite, ça donne une vraie ouverture, quoi. Donc, tu es plus confiant finalement sur ce deuxième dossier que tu l'as été pour le premier? Ouais, complètement. Et en plus, le fait d'avoir pu faire un peu tout ce circuit de festival, de faire les dédicaces aussi, ça m'a enlevé une sorte de vision que j'avais de mon dessin. Il fallait que ce soit parfait. Là, en dédicace, il n'y a pas le temps. Donc, on commence à dessiner quelque chose et puis au final, ça devient mécanique. On discute avec les gens en même temps. Ça enlève vachement le côté sacré qu'on peut mettre dans un dessin. C'est vraiment, en plus, les gens sont trop contents la plupart du temps. C'est ça m'a bien débloqué là-dessus aussi en me disant, bah, un dessin, c'est un dessin, quoi. Faut arrêter de voir chaque case comme un tableau de Vinci. Quoi. Non, on raconte des histoires avec, quoi. La création, c'est pas juste le moment où tu as fait l'ouvrage dans ton coin, c'est même après, tout ce que tu reçois en retour, ça t'aide énormément en fait. C'est un peu tout le temps en fait qu'on progresse, qu'on teste des choses. Là-dessus, alors c'est ça, c'est un peu tout le jeu. J'avais commencé à voir au Cézanne et je le vois encore aujourd'hui. C'est l'équilibre entre se renouveler, mais pas partir dans tous les sens non plus. C'est encore quelque chose que je travaille et que je pense que je travaillerai toute ma carrière, hein. Ça fait partie du jeu, je pense, et même c'est ce qui fait un peu le sel aussi, c'est de ne pas rester tout le temps sur la même chose. On a un métier, on peut se renouveler dans les sujets, dans les techniques, dans les collaborations. C'est vrai que c'est assez intéressant aussi, ça. Toujours dans cette espèce de graisse que tu as pu acquérir au Cézanne, dans la question du portfolio. Pour les élèves actuels, c'est très bientôt. Est-ce Ouais. que le portfolio que tu as créé à l'école, il a été exploitable pour toi ou pas?
Et s'il l'a été ou pas, quels sont tes conseils pour eux? J'ai pas beaucoup travaillé avec pour l'instant parce que je suis pas allé beaucoup chercher du travail en tant qu'illustrateur. Il m'a servi à dégoter un travail que j'ai encore aujourd'hui de professeur de dessin. Le conseil que je peux donner, c'est de pas étaler trop de techniques différentes dedans, d'avoir quelque chose qui a vraiment eu une identité, une apparence et qui montre un peu plutôt plusieurs domaines où on peut proposer ses services, le dessin de presse, l'illustration, le design graphique, avoir bien peut-être un ou deux exemples et reconnaître une patte, une personnalité. Moi, j'avais un portfolio qui était un petit peu, qui allait un peu dans tous les sens, des techniques qui se ressemblaient pas vraiment et du coup, on avait du mal à dégager ce que je faisais en fait. Tes dossiers d'éditeur, tu t'es aidé de ce qu'on t'a montré au Cézanne ou t'es parti dans un sens totalement différent? On a eu un cours sur montage aussi, un ou deux. On avait vu plein d'exemples de dossiers d'édition. On les avait commentés, tout ça. Moi, je suis allé vraiment au plus simple, la mise en page, vraiment juste pour mettre en valeur les planches. Et après, ce que j'ai retenu, c'est pas trop long, parce que les éditeurs n'ont pas le temps. Donc, il faut que ce soit assez concis, 5-10 pages maximum de rough et de propre. Des petits des études si ça peut être utile en fonction du projet. La partie écrite, pareil, assez concise, une page et demie. Ouais, faut se mettre à leur place, quoi, faciliter la lecture pour eux. Il faut penser plus simplement que c'est efficace, efficace, efficace. C'est des gens qui n'ont pas le temps, qui en reçoivent des tonnes et des tonnes et des tonnes. Donc il faut avoir un truc tape à l'œil pour retenir l'attention, puis après une efficacité dans le dossier. Il faut passer outre le fait que ça va être rejeté, faut vraiment en envoyer plein et après attendre et voir, mais c'est sûr, on va avoir plein de retours négatifs. Quoi. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment dépasser, ce côté je reçois un retour négatif, c'est la fin du monde. Vraiment, c'est rien le du tout. jeu, c'est le jeu. Plus que c'est le jeu, c'est la norme, en fait. C'est vraiment, faut passer par là et ça veut pas dire que le projet est pas bien. Comment, toi, tu as fait pour te créer un peu un carnet de contacts, pour entretenir les liens avec les gens que tu as pu rencontrer professionnellement? En envoyant le dossier, en essayant d'aller chercher les amis, des amis, de la famille. Franchement, j'ai pas hésité à demander en étant un peu, bon, pas trop insistant, mais en étant vraiment sans gêne, quoi. C'est juste démultiplier les occasions, les opportunités de faire ces rencontres et après, juste parler. Oui, tu disais en plus que quand tu as fait ta série de dédicaces, tu as pu rencontrer d'autres gens et donc finalement agrandir ton lien aussi. Mais ça, c'était une fois que j'étais rentré de toute façon dans le milieu. Tu penses que faire des salons et tout, ça peut pas t'aider? Si, ça peut être utile. Arriver avec un dossier dans un salon, il y a des rencontres auteurs-éditeurs dans plein de salons. La plupart, ils en font. Il faut s'inscrire. Il ne faut pas juste s'arrêter en disant c'est que dans les salons que je peux rencontrer des gens. Non, il faut rien de demander en fait. Et ils vont pas mettre ton nom sur une blacklist en disant il m'a demandé une fois, c'est mort. Plus jamais. Non, il faut y aller, il faut demander un petit peu. J'avais lu un truc qui m'avait pas mal aidé, qui m'avait pas mal marqué. C'était un post sur Instagram de conseils pour artistes et c'était Boulet, l'auteur Boulet, qui disait franchement, ce qui m'a le plus débloqué, le conseil que je donnerais à tout le monde, c'est d'envoyer à balle les dossiers, de matraquer tout le monde de demandes et tout, parce que ce qui lui a permis de sortir du lot, c'était le fait de demander, en fait, parce qu'il a vu plein d'artistes avec beaucoup de capacités qui n'ont jamais eu leur chance parce que simplement, ils n'osaient pas y aller, quoi. Mais j'ai l'impression que dans ta manière dont tu as abordé le métier d'auteur, tu n'as pas eu trop de crainte. Tu te dis, bah voilà, j'avance, quoi. Et au bout d'un moment. En fait, me connaissant, c'est soit si je m'arrêtais sur les craintes, j'allais pas les dépasser, en fait. Donc, il y a un moment, il a fallu que je dépasse ça. Et la meilleure façon pour moi, c'était de juste pas réfléchir, de dire oui à tout et d'y aller, quoi. Et dès qu'il y avait une expérience à me proposer, dès qu'il y avait quelque chose, c'était oui, j'y vais, je tente. C'est pas grave si je sais pas faire, au pire j'apprends sur le tas. Sur le moment, ouais. Clairement, les cours, j'avais jamais donné des cours avec des groupes d'élèves, pareil, autant dans un cadre aussi fermé. J'ai dégoté ce travail-là en passant par un autre travail d'assistant d'expo, où je faisais du montage de maquettes, tout ça. Et quand on m'a proposé, j'ai dit ouais, j'ai envoyé un CV, j'ai envoyé mon portfolio, j'ai envoyé tout ce que j'avais envoyé. Parfois, il y avait des petits mensonges à droite à gauche, mais bon. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc, j'ai envoyé mon truc et puis j'y suis allé vraiment en disant si je l'ai,
je donnerai mon tout et puis on verra ce que advienne que pourra, quoi. Il y a le fameux fake it till you make it, quoi. Exactement, oui. Mais vraiment, ça marche pour tous les domaines, même pas que pour la BD. Hein. Moi, en sortant de Stéphane, j'avais vraiment pas l'impression d'être un auteur professionnel. Mais je pense que c'est comme n'importe quel métier, en fait. Au début, Ouais. tu te sens imposteur, mais il faut juste te mettre dedans et faire genre que tu sais le faire. Et au bout d'un moment... Dire, voilà, je pense que je peux faire ça. Ouais, je peux faire ça. Tu es capable de dessiner ça? Ouais, je suis capable de dessiner ça. Et si t'es pas capable, bah t'apprends. Franchement, c'est la meilleure façon, quoi. Et puis au pire, tu te chies, mais c'est quand même formateur. Donc dans tous les cas... De toute façon, et ça va pas te coûter ta carrière non plus. C'est vrai, ça fait partie du truc, ça fait partie du chemin, quoi. Et si tu devais donner un conseil à nos Césaniens, ce serait ça, tu penses? Ouais, complètement. C'est un bon objectif que je peux donner aux étudiants, que je peux conseiller aux étudiants, c'est cet objectif-là, mettre le pied dans la porte, où ils veulent aller. Pour moi, c'était faire une bande dessinée. Il y en a, pour qui ça va être illustrateur, mais c'est pareil. Après, pour être réaliste, j'ai pas envie de dire c'est que si vous pouvez aussi un métier où il faut être financièrement, il faut être très au clair de ce que ça veut dire. Donc, c'est un métier qui paye pas. Il faut avoir des plans à côté. Pour moi, être prof. Ça, en sortant du César, tu savais. C'est bon à répéter parce que pour moi, c'est le gros souci de ce métier, c'est que le fait est que la réalité, elle te rattrape très très vite. C'est un peu le deal qui est un peu brut, mais on peut s'en sortir, quoi. Bah, merci beaucoup pour toutes tes réponses. J'ai fait le tour des questions. Ok. Ça a été archi efficace. Merci beaucoup parce que j'ai fait d'autres alumni et c'était dur d'attraper l'attention. Là, t'es rassurant, je trouve. C'est hyper bien. Ok, bah j'espère que ce sera utile aux élèves. Hein. J'en suis certaine. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, même si je ne vais pas publier le livre. Donc, je pense que ça leur servira. Moi, tu nous tiendras au courant si ton dossier y passe. Ouais. J'espère. Moi aussi, j'espère. Hein. On travaille dur dessus. Mais... Bah, en tout cas, on prétend tous que tu vas l'avoir parce que ça a l'air d'être le mood pour que ça marche. Voilà. Et puis, de toute façon, je vais y aller. On verra, ça marche pas. D'autres, et puis j'ai d'autres idées. Donc, faut pas s'arrêter aux échecs. Un projet, oui, il y en a d'autres. Ouais, exactement. Je te laisse profiter de ta fin de journée, puis on se dit à bientôt. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir plus de parcours d'étudiants, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et pour connaître les détails de notre formation en 3 ans, rendez-vous sur notre site www.cezanne.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Parcours d'artiste-auteur, car oui, créer, c'est un métier.